Bienvenue au Salon international de la haute horlogerie, mieux connu sous SIHH. Le salon se déroule entre le 18 et le 22 janvier 2016. J'interviewe Jean-Marc Pontroué, qui est le directeur général de Roger Dubuis, et Jacques Séguéla, le publiciste connu, l'écrivain prolifique et qui partage sa vision incisive et non conventionnelle de la haute horlogerie. Au salon SIHH, Jean-Marc Pontroué a focalisé le stand Roger Dubuis sur la montre de la femme. Voici une conversation au salon entre Jacques Séguéla, Jean-Marc Pontroué et moi-même, Catherine Purus. Que recherchent les clients quand ils achètent une montre Roger Dubuis? Alors la clientèle Roger Dubuis, qu'elle soit masculine ou qu'elle soit féminine, le premier principe d'intérêt d'acheter une montre Roger Dubuis, c'est d'abord la différenciation par rapport à l'ensemble des marques qui existent et l'ensemble de l'offre produit qui existe en Suisse sur la haute horlogerie et sur l'horlogerie d'une façon générale. Si vous venez chez Roger Dubuis, c'est pour avoir cette dimension émotionnelle supplémentaire que vous avez lorsque vous achetez un produit chez nous. Et quel est le lien entre les montres Roger Dubuis et Made in Geneva, c'est-à-dire le poinçon de Genève? Alors depuis la première année où Roger Dubuis a opéré dans l'horlogerie, notre créateur, Roger Dubuis, a toujours voulu associer cette différenciation en termes de design au meilleur de la technique que nous pouvions avoir en Suisse dans le domaine de l'horlogerie, qui était d'obtenir une certification par le Poinçon de Genève, comme quoi nos mouvements étaient et répondaient à 12 critères qui nous permettaient d'obtenir le Poinçon de Genève, dont le premier consiste à fabriquer sur le canton de Genève. Et à l'heure où le Made in Switzerland permet une partie de la fabrication en dehors de Suisse, chez Roger Dubuis, 100% de notre fabrication est réalisée au sein de notre manufacture qui est à quelques minutes de Palexpo dans la ville de Genève. Et que recherche quelqu'un qui achète une montre Roger Dubuis pour la femme qu'il aime? J'aimerais bien les deux vous demander cela. Alors on est beaucoup dans ce qu'on appelle le love business et c'est pour ça que les temps difficiles dont on nous parle souvent, tant qu'il y aura cette volonté de faire des cadeaux, tant qu'il y aura des célébrations, tant qu'il y aura une volonté de faire plaisir, tant qu'il y aura une volonté d'aimer, il y aura du travail pour des horlogers, pour une maison comme Roger Dubuis. Et la première raison d'achat d'une montre chez Roger Dubuis, c'est d'abord le cadeau et on a vérifié ça encore à l'occasion de ce SIHH. Moi je dirais que c'est le luxe. Entre Zara et Prada, quelle est la différence? C'est la mode. Entre Roger Dubuis et Swatch, quelle est la différence? C'est le luxe. Et ça n'a rien à voir. Comme tu disais, j'aime les modes parce qu'elles meurent jeunes. La mode se démode. Tandis que le luxe est éternel. Et finalement, une montre crée l'éternité. Parce que le temps est éternel. Donc ils sont maîtres du temps, et c'est en offrant ce temps à la femme que l'on aime qu'on lui dit mais je t'aime pour la vie. Alors quelle montre? J'ai vu que je l'ai troublée l'américaine. C'est bien, c'est bien. Comme ça, nous les prêchons. Alors quelle montre achèterez-vous pour votre épouse Sophie? Alors je l'ai choisi. Je l'ai choisi en montant les marches de Cannes. Vous avez vu, c'est extraordinaire l'endroit ici. Hein. C'est le seul qu'on a envie de regarder dans le salon. Hein. Le drame, c'est que quand on arrive en haut, bon, il faut se décider entre les trois montres. Et l'avenir de l'horlogerie est au féminin. D'ailleurs, l'avenir de l'homme est la femme. Et le 21e siècle, sera le 21e siècle sera le siècle de la femme. Ce n'est pas encore tout à fait arrivé, mais regardez le nombre de femmes chefs d'État, le nombre de femmes chefs d'entreprise, et donc c'est elles qui vont devenir finalement les grandes acheteuses du luxe. Il faut encore 20 ou 30 ans avant les hommes. En tout cas, c'est elles qui vont décider de leur choix de luxe plus que les hommes. Et là, je vous ai demandé quelle montre choisirait l'homme pour la femme qu'elle est? Ah mais moi je vous l'ai dit, elle est là, vous montez les marches, c'est celle qui est au milieu. C'est la nouvelle collection qui vient de sortir. Elle est très Roger Dubuis, parce que ce que j'aime bien chez Roger Dubuis, moi les montres ça me fatigue un peu, je trouve qu'il y en a tellement dans tous les sens, on ne sait plus où on en est. Eux, ils ont une force qui doivent d'ailleurs à Woody Allen. Woody Allen dit il faut être là où il faut quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas quand il faut. Ils ne font rien comme les autres. Et le vrai luxe, c'est le luxe de l'impertinence. C'est le luxe de la différence.
c'est le luxe de l'intolérance. Et c'est ça qui me plaît dans cette marque, au lieu d'être sur les rails cartierisés du luxe mondial et international. J'adore Cartier, bon, j'ai fait la publicité de Cartier pendant des années et des années, mais je trouve qu'on a, dans ce siècle qui bouge, on a besoin de modernité, et la première modernité, c'est étonne-moi. Cocteau qui a défini le luxe. Un jour, il a rencontré Daguilef. Il a dit, quelle est la définition de ton art? Et Daguilef lui a dit, étonne-moi. Et Cocteau lui dit, mais non, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Il m'a dit, mais non, c'est ni la définition de la danse, ni la définition de la poésie, c'est la définition du luxe, et du luxe tel que le voit Roger Dubuis. C'est-à-dire un luxe qui étonne, un luxe qui dérange, un luxe qui n'est nulle part ailleurs. Comme l'art contemporain. C'est la page de pub. C'est bien, on a tout là, on a tout la définition du positionnement de Roger Dubuis sur les 50 prochaines années. Et quand vous avez créé Excalibur, quel message iconique vouliez-vous donner et laisser dans le temps? Quand on crée une montre comme Excalibur, on a des codes de design qu'on couche sur le papier. Et puis il se trouve que vous avez 1% des produits, sans doute dans notre industrie, j'ai jamais fait de calcul, qui deviennent iconiques. Alors ils sont iconiques parce que après vous définissez pourquoi ils sont iconiques. Hein, c'est comme la Rolex que porte Jacques, c'est iconique. Et la première fois qu'ils ont lancé ce produit, qui allait définir que c'était devenu iconique? Sur l'Excalibur, il y a une force dans le design. C'est pas un design qui laisse indifférent. Donc il y a les 3 cornes, il y a la lunette, il y a tout un élément de design qui font que ça vous paraît évident maintenant, mais il a fallu les mettre et les coucher sur le papier et que techniquement ça fonctionne. Alors c'est une montre, on revient à notre première définition, la différenciation à outrance, c'est des calibres qui sont uniquement propres à notre manufacture, c'est des mécanismes qu'on est les seuls à maîtriser, c'est un double tourbillon qui a permis à Roger Dubuis d'être le premier à venir à ce type de complications et qui font qu'en final, eh bien, le produit est devenu aujourd'hui un produit iconique auprès d'une population aussi bien chinoise, japonaise, américaine, qui pour autant a très souvent des goûts un peu différents dans l'horlogerie. Mais c'est la définition ultime du produit iconique. Comment vous arrivez, à partir d'un produit comme le nôtre, à plaire à une population mondiale. Oui, mais l'achat du luxe, c'est une aventure, c'est une expérience, c'est l'ultimate expérience. C'est un achat cher, donc réfléchi, donc préparé, c'est un achat pour la vie. Il faut qu'il y ait une histoire. Alors aujourd'hui, toutes les marques et les sous-marques s'emparent du storytelling, mais il n'y a que les grandes marques de luxe qui savent créer leur histoire. D'abord, elles viennent de loin, elles sont toutes nées d'un créateur au début, et le verbe, dit la Bible, eh bien au début, est le créateur et l'idée, dit le luxe. Et c'est parce qu'on entre dans cette aventure qu'on va devenir un collectionneur de montres. Parce que le drame des belles montres, c'est que quand vous en avez une, c'est comme d'ailleurs un peu les French lovers, quand ils ont une femme, ils les veulent toutes. Mais quand vous avez une montre, vous les voulez toutes. Et la force, justement, de Roger Dubuis est d'être dès le départ des montres collecteurs, puisqu'elles ne ressemblent à rien d'autre, puisqu'elles sont fantasmagoriques, puisqu'elles vous amènent ailleurs. C'est pour ça que cette marque va réussir. C'est la petite marque qui deviendra grande. Justement, M. Jacques Séguéla, comment les montres Roger Dubuis peuvent renforcer le passage de la communication à la relation? On est dans un siècle de relations. La communication n'existe plus. Aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est d'être connecté. Et l'avenir de la montre de luxe est dans la montre connectée. Alors attention, je hais la connexion. Parce qu'elle déshumanise le produit. Donc c'est une connexion intelligente que j'attends. Ce matin, j'ai failli rater mon avion. Parce que je m'étais trompé d'une heure, je devais mettre mon réveil à 7 h, je l'ai mis à 6 h. Je devais mettre à 6 h, je l'ai mis à 7 h. Je n'ai pas entendu le taxi qui venait me chercher. Je suis arrivé avec une minute avant la fermeture de l'avion. Si j'avais eu ma montre Dubuis connectée, elle m'aurait signalé que j'étais en retard, on me signalait que je tombais d'heure, je n'aurais pas raté l'avion. Donc le luxe peut être technologique à condition de ne pas toucher à l'outil, à ne pas toucher à l'artisanat. Il faut que la technologie soit au service de l'artisanat et non pas l'artisanat au service du luxe. Et ce qu'ont fait tous les grandes marques de montres qui se sont jetées à corps et à cri dans la digitalisation, ils ont fait le contraire. Ils ont abandonné leur âme. Ils ont abandonné ce qui fait leur différence
quand on visite d'ailleurs dans cette pièce, c'est extraordinaire. Des montres qui mettent 1 mois, 2 mois, 18 mois, 30 mois à être fabriquées. Alors que la technologie, elle sort de l'usine, elle se fait en quelques secondes. Donc c'est ça qu'il faut privilégier et c'est ça qu'il faut incorporer dans la montre. Alors c'est justement, comment on peut faire rimer technologie digitale avec la tradition de la montre? Il ne faut pas qu'elle soit présente, il ne faut pas qu'on la voie, elle est là. Il faut qu'elle soit limitée, pas la peine d'essayer de tout avoir avec une montre connectée. Il faut avoir les choses précises. Il faut qu'on me dise attention là tu t'es trompé, qu'on me dise où est ton téléphone, qu'on me rappelle qu'on vient de m'appeler, qu'on me rappelle mes rendez-vous. Pas plus, je ne vais pas lire le Figaro sur ma montre, ce serait ridicule. Elles vont finir d'ailleurs par se planter les montres connectées. Mais ce qu'il faut surtout c'est que Roger Dubuis entre dans le digital dès son entrée dans la publicité. Il commence, c'est une marque qui babille, là, c'est formidable. Moi j'adore les petits bébés naissants comme ça, qui vont devenir demain des grandes stars. Bon. Eh bien, il faut que dans sa communication aussi, il capte d'emblée le net. L'arrivée du net va mettre en question 50% de l'ensemble du luxe. Pas simplement des montres, de l'ensemble du luxe. Et dès aujourd'hui, déjà, 6 acheteurs sur 10 font un circuit sur le net avant d'acheter une montre de haut luxe. Non. Et les montres de demain, et d'ailleurs, quand j'ai visité son atelier, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, mais nous, on est connectés avec notre client, et tous les matins, ou toutes les semaines, on lui envoie l'état d'avancement de sa montre. Et grâce au net, il participe à sa création. Et je pense que les montres de demain de luxe se feront sur mesure, grâce au net. Et que l'on pourra même changer, on dira non, finalement ce jaune ça ne me va pas, là il faut me faire un rubis rouge ou un rubis vert, et que l'avenir du luxe est dans la personnalisation et dans cette intimité qui sera créée entre l'objet et le consommateur. Alors je vous demande, vous avez dit le futur a de l'avenir. La montre donne le temps, et l'avenir de Roger Dubuis, ce serait quoi? De ne pas changer. Il va devenir gros. Ils sont tous comme ça. Il va se croire meilleur que les autres. Il va dire c'est facile. Pas du tout. Il faut qu'il garde ce côté rebelle. C'est James Dean. Il ne faut pas qu'il devienne Marlon Brando. Il faut qu'il reste James Dean. Alors, il est mort jeune, je ne lui souhaite pas de mourir jeune, mais je lui souhaite de rester fidèle à son ADN. Parce que la publicité, elle n'invente qu'une seule chose. Elle crée, elle donne une âme au produit. Cette âme, elle est là, elle est tellement riche, puisque c'est le seul qui a osé, dans ce monde tellement bourgeois, tellement conservateur, tellement convenu de la joaillerie internationale et de l'horlogerie internationale, lui, il a été différent. Et c'est cette différence qui le fera gagner. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous voyez, c'est exactement ça. Quand vous parlez du produit iconique, c'est exactement ça. Surtout de ne rien changer. Vous savez que l'évolution du business qui est plus difficile cette année qu'il ne l'était il y a 2 ans, on parlait avec nos équipes il n'y a pas longtemps en disant il est urgent de ne rien changer. On a défini un certain nombre de rails sur lesquels on a pris un certain nombre d'options. On ne construit pas une marque en une demi-heure ni en 6 mois. On ne réagit pas à des soubresauts économiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer sa façon de conduire les affaires en insistant sur un certain nombre de régions plutôt que telle autre. Mais il est urgent dans le produit, dans notre communication, etc., de surtout garder les fondamentaux de la marque et de continuer à faire ce qu'on sait bien faire. Et cette différenciation dont on parlait. Alors il y a une urgence, c'est que le monde est en crise, il va rester en crise encore longtemps, et même les riches font les soldes, et même Chanel vend en e-commerce, ça va démarrer dans un an. Ça veut dire qu'il va falloir aussi revoir le rapport qualité-prix. Alors la qualité, elle est là, c'est la qualité de l'imaginaire qui fait la différence de qualité. Toutes les montres aujourd'hui de grandes marques sont des montres de qualité. Mais c'est celui qui a le plus d'histoire dans sa qualité, le plus d'imaginaire dans sa qualité, qui va gagner. En faisant très attention que les Américains, déjà, j'ai vu que 2 Américains sur 3 trouvaient que les produits de luxe étaient trop chers. Alors que d'habitude, on ne se pose pas de question de prix quand on achète un produit de luxe. On ne dit pas combien vaut votre montre. On choisit la montre et on sort son chéquier. Il va y avoir un revirement. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut casser les prix. Jamais. Il faut faire des soldes. Jamais chez Roger Dubuis. Mais il faut toujours que
le produit que l'on apporte, on est sa value for money, capital. Bon. Et toute la créativité qu'on amène, cette désirabilité, cette créativité qu'on amène, ce supplément d'âme qu'on a, justifie le prix que nous demandons pour un certain nombre de nos modèles. Et puis, il va falloir lutter contre le doute. Le monde va douter. Le monde va douter de son avenir, le monde va douter de son économie. Regardez la Chine qui s'effondre, regardez l'Amérique du Sud qui est en lambeaux, regardez l'Europe qui patine. Donc il faudra que le luxe réaffirme en permanence, ça c'est la communication de faire, une communication différente, réaffirme sa notion de luxe et ne pas se laisser dévoré par le faux luxe, dévoré par les sites de vente d'occasion. Il faudrait les racheter. C'est Cartier qui doit racheter tous les sites d'occasion et qui doit, c'est très bien qu'il y ait des membres d'occasion, mais qui doit mettre de l'ordre. Parce qu'ils peuvent détruire cette notion du luxe qui est l'originalité, qui est la première main. C'est la première fois, personne n'a touché votre montre avant vous, elle est à vous. Elle est à vous pour la vie, vous la transmettrez à votre fils qui le transmettra à son propre fils. Et ça ne s'achète pas d'occasion. C'est pas le deuxième main, c'est pas le luxe. Alors là, pour une Américaine, c'est une question plus difficile. Mais au moins, ça va un peu dans cette histoire. Alors, bien sûr, le dieu Chronos, c'est le dieu du temps. Et si on remonte la belle montre, voilà, on va vers le futur. Mais si vous pouvez aller dans le passé, en remontant, vous allez dans le passé au meilleur moment que vous avez eu dans votre vie, ce serait quoi? Le meilleur moment de ma vie, c'est un moment triste. Mon père avait une très jolie montre en or, une montre Gousset, je vous parle d'il y a 60 ans, je n'étais pas né. Et je regardais cette montre, et quand j'étais en retard, il mettrait sa montre en or dans mon assiette. Pour me dire, tu ne mangeras pas ta soupe, tu vas regarder l'heure, et la prochaine fois, tu seras à l'heure. Il est mort, c'est le cycle de la vie. J'ai hérité de la montre. Et comme un imbécile, j'avais quelques montres. Je me suis fait un petit tiroir spécial où j'avais mis toutes mes montres. Et un jour, une des montres a disparu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Le lendemain, une deuxième montre a disparu. Alors, je pensais à planquer toutes mes montres, etc. J'ai enquêté et j'ai appris que c'était le fils de la concierge qui avait 12 ans, qui m'avait volé la montre de mon père parce qu'à 12 ans, il était drogué et c'était pour se payer un shoot. Et finalement, il a donné cette montre pour un seul shoot. Alors, tout le monde m'a dit, il faut porter plainte. Je dis, mais pas du tout. Il a 12 ans, il est shooté. Je ne vais pas porter plainte, je ne retrouverai jamais ma montre. Je vais lui offrir, il était portugais, je vais exiger de ses parents, sinon je porterai plainte, qu'il revienne au Portugal, qu'il soit élevé par ses grands-parents et qu'il sorte du circuit de la vente. Donc c'est une belle histoire de montre, une belle histoire de temps. Elle est vraie. Alors, monsieur Jean-Marc Ponthoué, vous allez remonter dans le futur et qu'est-ce que vous voyez? Pour aujourd'hui? Oui, pour vous. Pour vous. Ah, pour moi? Écoutez, ça c'est une question. Dans l'horlogerie. Écoutez, vous savez, travailler pour cette marque a quelque chose de magique parce que tous les jours on prend des risques, tous les jours on bouge les équipes pour aller dans des directions et comme le disait Jacques à juste titre, qui sont nouvelles dans ce milieu. Quand on crée ce théâtre comme il a lieu ici au salon de la haute horlogerie, c'est un vrai parti pris. Et c'est ça qui est amusant dans nos métiers, comme Jacques l'a fait toute sa vie professionnelle durant, c'est de se réveiller tous les matins en se disant on va faire quelque chose d'amusant. Quelque chose, dans tous les projets qu'on travaille chez nous toute la sainte journée, c'est de savoir, d'avoir ce filtre qui passe tous les projets au crible pour savoir si le degré de différenciation est assez élevé. Et ça va nous occuper les 10, 20 prochaines années. Et et je dis pas ça pour faire plaisir, parce que c'est drôle sur l'émission de télé, c'est parce qu'on a du plaisir pour la plupart des gens qui travaillent avec moi, de se réveiller tous les matins en se disant on a des monstres en face de nous, en termes de chiffre d'affaires, de puissance, de capacité de communication. Mais chez Roger Dubuis, on a cette capacité de réinventer les codes de la haute horlogerie,
de créer cette pièce de théâtre au SIHH qui nous permet d'être vus, d'être remarqués par toutes les télévisions, magazines et clients qu'on a pu avoir cette semaine. Quand il commence à le connaître un peu, pas du tout d'accord avec ça. Très bien. Quel est son rêve? Quel est son rêve? Et ne le dites à personne. Oui. Hein. Son rêve, c'est de devenir le grand patron de Richemont. Et il peut y arriver, à condition de faire de la bonne pub sur Roger Dubuis. Parce qu'elle est nulle, la pub de l'ensemble des montres de Richemont. Bon, Cartier, avec sa panthère, a fait un truc qui, pour une fois, un film qui existe un peu, et qui c'est quoi, mais d'une manière générale. Ils montrent leurs montres plein écran, sur des pleines pages, alors qu'il faut raconter des histoires, qu'il faut donner de l'âme, qu'il faut donner de la poésie. Qui fasse ça, et Richemont là-dedans. Okay. Voilà, mon avenir est tout tracé dans 5 ans. Par Jacques qui est... Je ne plus de 5 ans. 10 ans. Allez, 15 ans. 15 ans. Okay, 15 je serai en retraite, je serai déjà en retraite dans 15 ans. Qui sait, peut-être pas, regardez, monsieur Séguéla. Alors pour ma dernière question, et toi quelle est l'importance de mythe dans la création des montres Roger Dubuis? Le mythe, le mythe. La mythologie. La mythologie. C'est toute l'histoire qu'on raconte. Vous savez, quand on crée le développement qu'on a fait sur le féminin avec la diva, par exemple la Velvet qu'on appelait comme ça, on l'a associée à la notion de diva, de star. Hein. Chaque femme qui rentre sur ce salon est une star. C'est la raison pour laquelle elle monte les marches et elle va jusqu'au produit majeur qu'on a pour ce lancement, qui est ce coffret avec trois pièces. D'ailleurs, tu sais, c'est pas un choix là, le coffret. Le client achète les 3 montres. Ah oui. Le client achète les 3 montres. Bon, alors, je suis désolé, j'adore ma femme. Et donc toute la mythologie, c'est toutes les histoires que nous créons pour donner encore plus de valeur. La communication, c'est donner de la valeur à un produit par toutes l'émotionnalité qu'on peut créer autour de tout ça. Et chez Roger Dubuis, Excalibur, c'était le monde du guerrier, le monde de l'aventurier qui était associé, voilà, le courage, toutes ces valeurs qui étaient associées à tout ça. Le féminin, eh ben, c'est un autre registre, c'est la féminité, la starisation, la notion de diva, cette femme qui est qui a beaucoup de succès dans sa vie professionnelle, privée, sociale, et qui peut se permettre d'avoir un produit qui ne porte pas une des montres mondialement reconnue, parce que très connue par ses pages de magazine, par son exposition médiatique, mais qui reste une marque de niche super premium. D'ailleurs, on peut la regarder ici, elle est magnifique. On n'existe pas chez Roger Dubuis par le logo qui existe sur la montre, mais par toute la différenciation qu'on a sur le produit, dans son calibre, dans son design, dans ses finitions, dans toute l'histoire qu'on peut raconter par ailleurs. Et ça participe à la mythologie de ce qu'on construit tous les jours. Vous savez, chez Roger Dubuis, je dis souvent à mes équipes, il y a beaucoup de marques dans notre industrie qui vivent par toute l'histoire qu'on crée d'autres. Parce que les marques sont là depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. Chez Roger Dubuis, chacune des 380 personnes qui travaillent chez nous, elles écrivent tous les jours l'histoire que va être Roger Dubuis à l'avenir. On a 21 ans d'âge, on est encore post-adolescent, pré-adulte. Donc on écrit cette histoire. Ah oui, et alors ça c'est une notion qui nous est chère, c'est de rester cet agitateur dans ce milieu qui est assez conformiste quand vous êtes sur la haute horlogerie. Et donc c'est ce rebelle, notre actionnaire nous parle de gypsy, on est les gypsies de la haute horlogerie. Et je trouve ça assez juste comme terminologie nous concernant. Très bien. Alors pour terminer, j'ai quelque chose, Jacques est connu pour de nombreuses de ses déclarations qui ont fait le tour du monde. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur ici à Genève, qui est si vous n'avez pas de Rolex à 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Et comme on est face à un certain nombre de médias suisses, je tenais à remettre à Jacques une montre Roger Dubuis, genevoise. Ah non, c'est un collector. Ah mais je n'entends pas te séparer de ta Rolex. La montre dont le slogan a fait le tour du monde, parce que Rolex n'a jamais été capable d'avoir son propre slogan, c'est moi qui ai dû en faire un pour moi. Bon. Et c'est que Jacques puisse porter une montre Roger Dubuis ici à Genève et que tu sois celui qui, voilà, puisse réinventer un slogan comme tu l'as fait, comme il l'a fait si brillamment pour d'autres, et que je puisse être celui qui te mette au poignet. Un classique de notre maison qui est la Monégasque. Et que tu quittes ce salon avec une nouvelle montre à ton poignet. Magnifique. Ah oui.
super, la classe. classique et Merci aussi. Jacques, merci Jacques. Voilà, le rebelle de la communication, Jacques Séguéla, de par son passage. Et donc je remercie d'être venu jusqu'à Genève, parce que je pense que Genève se doit, via le SIHH, aussi de mettre un éclairage différent sur ce qui se passe dans notre milieu, et que je suis ravi d'avoir Jacques aujourd'hui. On a eu d'autres personnes importantes cette semaine de sa société qui sont venues et qui ont été impressionnées par l'effort qui est fait à Genève sur un salon comme celui-là. Merci infiniment. Merci Katrina. Merci. Merci.